il est vrai une des particularités de la mobilisation en faveur du droit des migrants, c'est pas la seule, mais c'est généralement une mobilisation hybride. Hein, c'est une mobilisation qu'on pourrait dire au moins biactorielle. Il y a au moins deux types de catégories de personnes qui se mobilisent dans ce genre de mobilisation. Ben, les personnes impactées par la politique migratoire elle-même, donc les personnes migrantes, sans-papiers, demandeurs d'asile, MENA, enfin ça se déjoue en une série de catégories évidemment, mais donc les personnes qui luttent pour leurs droits, éventuellement les droits de leurs semblables si elles sont représentatives d'un mouvement ou d'une communauté particulière, et d'autre part les acteurs de la société civile, solidaires des premiers concernés ou des premiers impactés, qui prêtent main forte d'une manière ou d'une autre à ces mouvements-là. Alors, cette nomenclature militante qu'on appelle les soutiens dans le langage, dans le jargon militant, c'est une nomenclature très hétérogène finalement. Ça va, des personnes qui s'engagent pour les questions des droits étrangers, ça va globalement du centre-gauche jusqu'aux franges les plus anarchistes ou libertaires de l'échiquier politique. Et ça prend plein de formes. C'est autant un soutien associatif et donc une série de militants professionnels, quoi, dont c'est le métier de représenter telle association dans le mouvement de solidarité. À la fois, tu l'as dit, des responsables ou des délégués de partis politiques. Tu as cité le PTB, il y a d'autres partis politiques plus minoritaires qui sont quand même sur le terrain. Les autres partis de gauche ou de centre-gauche sont présents en manifestation, mais sont moins dans l'organisation militante de terrain. C'est pour ça que j'en parle nettement moins dans mon ouvrage. Et puis, il y a une série de citoyens, citoyennes, pas forcément organisés, bénévoles, ou alors organisés dans des petits collectifs militants qui ont une pérennité relative dans le temps. Mais donc, cette nomenclature associative est très hétérogène et chacun a en commun au moins une chose, c'est de se mobiliser pour une cause qui n'est pas la sienne. Et alors, d'un point de vue intellectuel, c'est intéressant, et notamment d'un point de vue sociologique, parce que généralement, on aura tendance à dire qu'est-ce qui explique que des personnes se mobilisent? C'est parce qu'elles ont un intérêt à se mobiliser. Hein, je pèse le pour et le contre, et s'il y a plus de pour que de contre, je m'engage dans une lutte pour mes droits, par exemple, pour mon salaire ou que sais-je. Mais ça pose une question lorsque cet engagement est un engagement indirect, en tout cas qui ne concerne pas directement la personne qui s'engage. Si toi et moi, Joël, nous nous engageons en faveur des sans-papiers, si un jour il y a une régularisation de sans-papiers, nos conditions sociopolitiques ne changeront pas énormément. Si, en revanche, il n'y a pas de campagne de régularisation, nos conditions sociopolitiques ne changeront pas énormément. Autrement dit, c'est une série d'acteurs qui se mobilisent pour une cause qui, alors on pourrait dire, c'est pas gentil de dire ne les concerne pas directement, même si c'est vrai, mais en tout cas, n'a pas d'impact direct sur leur vie. Et donc, toutes ces organisations, je le rappelle, très hétérogènes, produisent, soit explicitement, soit en creux, un narratif qui justifie, si tu veux, qu'elles s'engagent au nom de personnes qui ne sont pas leurs semblables. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça devient beaucoup plus structurant dans les organisations professionnelles, dans les structures. Tu parlais des structures syndicales. Les structures syndicales, ce sont des machines, quoi. Et ce sont des machines avec des travailleurs qui s'engagent dans des luttes et depuis un narratif qui justifie leur expertise, qui est celle du travail. D'accord? D'autres organisations, par exemple, s'engagent au nom des droits de l'homme et trouvent qu'il faudrait régulariser les sans-papiers parce que ce sont des individus détenteurs de droits inaliénables qu'il faut respecter. D'autres pourraient dire il faudrait régulariser tel sans-papier parce que c'est mon voisin, je le connais depuis que je suis tout petit, ou c'est le petit ami de ma fille, pas question qu'il rentre chez lui. Donc on voit que dans cette nomenclature associative très hétérogène, il y a une variété de grammaire, de cadrage de ces organisations qui sont comme autant de discours de justification sur au nom du quoi il est juste que cette organisation, cet acteur s'engage dans la cause des sans-papiers, au nom de quoi il serait juste dès lors de régulariser les sans-papiers, mais aussi dessinant en creux la figure du migrant à laquelle cette organisation est supposée prêter main forte. Donc, ce sont des mécanismes de subjectivation, et donc une de ces grammaires sur laquelle tu m'interroges ici est une grammaire que moi j'ai appelée travailliste, mais qui n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui lie le phénomène migratoire à travers le cadre du travail. Donc tel qu'on le lisait dans les années 70, et tu as raison de dire la fermeture économique officielle des frontières n'a pas empêché l'immigration de travail. L'immigration de travail a continué. Elle a continué en dehors des canaux légaux, avec des conditions de plus en plus drastiques,
mais il y a toujours des personnes qui viennent ici chercher du travail et qui, à un moment ou un autre, occupent un travail. Et donc, les acteurs que tu as cités, les acteurs syndicaux et les partis de gauche minoritaires, je dis minoritaires oui, c'est ça, gauche radicale. Je cherche un terme qui ne soit pas un terme qui pourrait se retourner contre cet acteur, au contraire. Évidemment, leurs logiciels militants à ces acteurs-là sont des logiciels classistes. D'accord ? C'est là-dessus les syndicats, c'est là-dessus qu'ils ont fondé, on pourrait dire leur légitimité, mais on pourrait dire leur utilité sociale, en fait. Dès lors que le syndicat parle ou intervient sur un sujet qui n'est pas le travail, il a le droit de le faire. Bon, a priori, on considérera son point de vue comme moins valorisé que sur la question du travail, où il a vraiment une expertise à faire valoir, une expérience, etc. C'est la même chose pour les partis de gauche radicale qui sont généralement sur un logiciel qu'on pourrait qualifier de marxiste, sur la question en fait de la lutte des classes. Et dans ce logiciel-là, effectivement, l'argument pour venir en aide aux sans-papiers, c'est de dire les sans-papiers, en fait, ce sont des travailleurs. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous ceux qui sont ici travaillent puisqu'ils n'ont pas droit aux allocations. Donc, ce sont des travailleurs. Qu'ils aient ou pas de titre de séjour, à nous, syndicats, ou à nous, partis d'extrême gauche, ça ne nous concerne pas. On est dans une vision internationaliste de solidarité entre tous les travailleurs. Et donc, nous défendons les travailleurs ici, et donc nous défendons les sans-papiers. Alors ça, c'est dans le discours. Il y a aussi une forme d'intérêt aussi, notamment pour les syndicats, à revendiquer la régularisation des travailleurs sans papier présents sur le territoire, c'est qu'ils participent à une forme de pression sur les salaires nationaux. Forcément, s'il y a une forme d'armée de réserve de travailleurs corvéables et dont le salaire peut être baissé selon les volontés du patronat, forcément, ça fait pression sur les travailleurs légaux. Et donc, l'idée de faire un réajustement par le haut en fournissant, permettant à tout le monde de pouvoir prétendre à des salaires équivalents aux normes salariales en vigueur, ça permettrait en fait de poursuivre la protection de l'ensemble des travailleurs. Donc voilà, il y a à la fois une logique morale, tu vois, le logiciel marxiste ou classiste invite à la solidarité entre les prolétaires. Et il y a aussi quand même, il faut aussi le dire, une forme d'intérêt quand même utilitariste en disant si on laisse partir, enfin si on ne s'occupe pas des cas des travailleurs sans papier, en fait, leurs cas vont faire pression sur le cas des travailleurs nationaux. Alors, le problème, c'est que l'agencement de tous ces narratifs du côté des soutiens n'entre pas toujours en résonance avec l'agencement des différents collectifs de personnes sans papier. Chaque collectif sans papier a aussi son propre cadrage, et puis chaque individu a aussi les raisons pour lesquelles il veut faire valoir son droit à la régularisation, que ce soit son travail, que ce soit son mérite, que ce soit sa vulnérabilité, etc., etc. Et donc, tu vois, et donc ça peut produire parfois des mécanismes de dissonance, en fait, de part et d'autre de cette frontière, à l'intérieur du mouvement de lutte, entre acteurs sans papier et acteurs du soutien, ça peut produire des mécanismes de dissonance. Typiquement, le syndicat dit « nous venons vous soutenir parce que nous sommes pour la régularisation des travailleurs sans papier », et à l'inverse, des membres de collectifs disent « ok, on est d'accord de revendiquer la régularisation de travailleurs sans papier, mais certains d'entre nous ne sommes pas travailleurs, ou certains d'entre nous ne veulent pas être reconnus dans cette catégorie-là et voudraient une catégorie plus universelle, on voudrait la régularisation de tout le monde ». Alors le syndicat dit « ah, mais c'est plus difficile à faire valoir dans mon logiciel, en fait, moi je dois rester sur ce logiciel du travail ». Donc on est vraiment dans des logiciels tactiques, stratégiques, qui parfois produisent de la dissonance, et donc, oui, des formes de tension que je qualifie dans mon bouquin de tension micropolitique, c'est-à-dire pas forcément perceptibles à l'échelle macromédiatique, et d'ailleurs dont il est parfois bon de taire pour des raisons stratégiques de négociation avec l'État. On reste quand même dans un espace du mouvement social relativement unitaire et complémentaire de ce point de vue-là, mais qui, à l'échelle micropolitique, produit une série de dissonances et de frustrations qui se traduisent aussi par des revendications ou des mécanismes d'autonomie des collectifs de sans-papiers, et je suppose qu'on va en reparler plus tard, mais d'autonomie vis-à-vis de leur soutien. Et là aussi, d'un point de vue sociologique, on pourrait y voir quelque chose, non pas de contradictoire, mais peut-être un petit peu de paradoxal, en disant, on a
ici un acteur affaibli d'un point de vue sociopolitique par l'absence d'un titre de séjour et donc qui quand même traverse une certaine forme de précarité, notamment une précarité économique. Or, pour se mobiliser, on a besoin de ressources, une série de ressources logistiques, un gueulophone, un réseau, une camionnette pour porter le badge, enfin voilà une série de choses parfois même très prosaïques. Pour ça, on s'allie, on s'associe à telle et telle organisation du soutien pour bénéficier de ces ressources-là. Et en même temps, dans cette relation de complémentarité, on fait ressortir une revendication d'autonomie. Et d'autonomie de l'acteur à qui on a demandé néanmoins un soutien. Donc on voit que l'autonomie qui aujourd'hui, on va en parler maintenant, mais le cadrage central en fait des luttes de sans-papiers actuelles, depuis le début des années 2000, depuis un collectif qui s'appelle l'Union de défense des sans-papiers, l'UDEP, qui a vraiment instauré dans le microcosme militant belgo-belge l'enjeu de l'autonomie au centre du cadrage des luttes de sans-papiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans un rapport d'autonomie qui n'est pas un rapport autarcique, qui est un rapport d'autonomie qui tend à articuler en fait les prises de parole et les actions des sans-papiers avec celles de leur soutien. Alors, je parlais de ça parce que je pense que dans les gens qui nous suivent, cette lecture classiste, elle est forte. Et dans la gauche, de manière générale, elle est assez forte. Au-delà des soutiens sans papier qui s'investissent plus spécifiquement sur cette question-là. Et je pense que c'est utile de dire qu'elle n'est pas totale, parce que parfois certains la voient comme étant la seule lecture possible. Et là, on voit qu'il peut y avoir des tensions quand on applique cette lecture-là sur ce phénomène, parce qu'elle ne cadre pas tout. Comme tu disais, il y a des sans-papiers qui n'ont pas de travail, et donc quoi, est-ce qu'eux, on ne les régularise pas et puis par ailleurs, la logique économique n'explique pas tout. Comme tu disais, en fait, ça me paraît, j'y avais pas pensé, mais ça me paraît un argument très fort. Si c'était juste une logique économique, on régulariserait tout le monde et en fait, ça coûterait moins cher. Et donc, tu as la logique xénophobe qui en fait maintient ce dispositif d'exclusion. Donc, on est dans il y a une force raciste qui maintient ce truc-là et qui explique aussi ce qui se passe. Donc, ça me semble utile à dire parce que et ça me semble résonner avec des discussions très actuelles sur l'articulation des combats anticapitalistes et on va dire décoloniaux où les mêmes questions se posent en fait et aussi la question de l'autonomie. Mmh. Mais pour compléter, parce que je voudrais pas qu'on m'ait mal compris, il est certain que ce logiciel classiste dont nous parlions entre effectivement en résonance avec une série de collectifs de sans-papiers ou d'individus sans-papiers qui se reconnaissent dans ce logiciel classique et qui trouvent qu'il serait juste que les régularisations soient conditionnées par cet enjeu du travail. Donc je suis pas en train de distribuer les bons et les mauvais points là-dessus. Et donc, il y a des moments dans ces espaces de complémentarité entre sans-papiers et soutien où cet enjeu du travail ne produit pas forcément les dissonances ou les tensions dont je parlais. Voilà, il fallait préciser cela. Et alors, sur quoi tu m'interpellais encore ? Mais je disais que cette question de l'autonomie, enfin, il y avait un écho avec les débats actuels. Ah oui, pardon, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. Ça va ? Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est quand même considérer que les narratifs qu'on produit en mobilisation, ce qu'on appellerait les cadrages ou les grammaires de ces acteurs de la contestation, sont aussi tour à tour des cadrages stratégiques et tactiques, donc ne renvoient pas forcément à un idéal poursuivi par l'acteur ou l'organisation à laquelle, mais qui a l'impression que c'est ce qu'on appellerait une opportunité discursive à faire valoir, en disant si j'appuie sur cet argument-là, dans le contexte actuel, ça pourrait produire des conditions meilleures pour obtenir un titre de séjour. Donc, il faut vraiment considérer quand même l'ensemble de ces acteurs et de part et d'autre de la frontière, à l'intérieur du mouvement social, donc de part et d'autre de la frontière avec et sans papier, comme des acteurs tactiques, comme des acteurs qui produisent aussi des discours qui ne reflètent pas forcément l'horizon idéal. C'est la même chose partout d'ailleurs, évidemment. Mais bon, le mouvement social des sans-papiers est aussi très divisé, pourrait-on dire, en interne sur ces enjeux de cadrage. Et donc, ça participe quand même à parfois des discussions un petit peu houleuses entre telle ou telle organisation ou tel type d'acteurs. Et puis, il est bon aussi de comprendre que
une réappropriation de certains cadrages dans une visée tactique qui n'exclut pas forcément une appartenance ou une mobilisation d'un autre type de cadrage dans un autre contexte ou vis-à-vis d'un autre acteur ou dans une autre configuration, quoi. Et il faut penser vraiment ça autant comme un panel d'acteurs du soutien qui dialoguent, qui collaborent, qui entrent en alliance avec un panel d'acteurs de sans-papiers plus ou moins structurés en collectif, associations, etc. Et chaque acteur développe chacun de son côté, si tu veux, un panel de grammaire ou de discours que j'essaye de systématiser ou de typologiser dans mon bouquin, mais qui en fait, sur le terrain, s'agence davantage qu'elle ne s'exclut. D'accord ? Et donc, en revanche, ce cadrage de l'autonomie structure bel et bien les relations entre sans-papiers et soutien. Chaque acteur militant sans-papier ne place peut-être pas l'enjeu de l'autonomie au même endroit dans son curseur idéologique ou organisationnel militant, mais les derniers collectifs en date, en tout cas, inscrivaient cette question de l'autonomie en grand dans leur charte et se revendiquaient d'une organisation de sans-papiers par les sans-papiers ayant la maîtrise de leur agenda militant, des cadres discursifs qu'ils voulaient mettre en avant, des revendications qu'ils voulaient porter, mais aussi du rythme à imposer à la régularisation. Et là, produit aussi quand même une forme de confrontation avec des agendas des autres organisations qui ont aussi, mine de rien, leur propre agenda militant et leur propre logique de fonctionnement. Pour résumer, est-ce que j'ai bien compris si je dis que l'autonomie revendiquée par les sans-papiers, c'est le fait que... c'est le principe selon lequel ce sont les mieux à même de porter leur propre lutte qui les concerne. C'est-à-dire ce sont les premiers concernés par cette question-là et qui ne veulent pas que d'autres parlent à leur place. Donc, moi, c'est la lecture que j'en fais, en tout cas. Alors, pour toute cette partie-là, il faudrait que tu refasses une interview avec des porte-paroles de collectifs sans papier qui seront bien mieux à même que moi de faire valoir ce qu'ils entendent par là. Dans les analyses que moi j'ai fait, donc à travers ce travail d'enquête que j'ai fait pendant 6 ans auprès de la coordination des sans-papiers, il m'est apparu que cette notion d'autonomie qui, je le dis maintenant, est centrale dans les luttes de sans-papiers, elle est également centrale dans d'autres types de luttes. Les luttes de l'immigration, de manière générale, se revendiquent du cadre de l'autonomie depuis plusieurs dizaines d'années. Certains mouvements syndicaux également, les luttes féministes, les luttes antiracistes. Donc, c'est pas propre au mouvement des sans-papiers. La particularité peut-être dans le mouvement des sans-papiers, c'est que néanmoins, entre les deux acteurs qui composent, les deux types d'acteurs qui composent ces mouvements-là, elles n'ont pas le même statut social. D'un point de vue de l'État, elles n'ont pas le même statut. Et donc, ça induit quand même une forme de relation de pouvoir, même sans que ce soit volontaire de la part des organisations sociales. Mais les soutiens ont des papiers, ne risquent pas de se faire expulser, ne sont pas forcément pris dans une urgence de mobilisation ou de résultats, puisque ce n'est pas leur vie qui est en jeu. Ben, voilà, tout ça apparaît un petit peu en décalé et aussi produit peut-être un différentiel de légitimité dans l'entrée en matière dans la lutte des sans-papiers. Et oui, donc ça, c'est une des particularités, par exemple, de cette lutte hybride, c'est que les deux acteurs n'ont pas le même statut et que cette revendication d'autonomie tente d'inverser quelque part le rapport de force qui serait constitué entre sans-papiers et soutien. Je m'explique. On a affaire à généralement un groupe de sans-papiers qui est caractérisé par sa faiblesse sociopolitique. Entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il est essentiellement faible parce qu'il est sans-papier. Je dis qu'il est existentiellement affaibli par la politique migratoire de l'absence d'un titre de séjour qui renvoie à une réalité marquée du sceau de la précarité, pour le dire rapidement, et de la criminalisation et tout ce qui s'ensuit. Donc on a affaire à un acteur qui cherche d'une certaine manière le soutien d'un acteur qui, dans ce microcosme-là, est l'acteur fort. C'est l'acteur qui a les ressources, qui va injecter dans le mouvement social pour faire gagner ce mouvement social, en tout cas pour le faire monter en puissance. D'accord ? Et donc, on pourrait dire, dans cette relation-là, l'acteur faible est en position de faiblesse par définition par rapport à l'acteur qui vient le soutenir. C'est même, pour certains acteurs du soutien, une des raisons pour lesquelles il faut les soutenir. C'est parce qu'ils sont affaiblis sociopolitiquement que nous venons les soutenir. À l'inverse, on pourrait dire, c'est une interprétation un peu méta, mais le terme même de soutien engage un décalage de légitimité. C'est un acteur B qui soutient un acteur A. Et
le centre de la lutte tourne autour de l'acteur qui est soutenu, pas autour de l'acteur qui vient soutenir. D'accord ? Et donc, ce terme d'autonomie tente, me semble, dans les analyses que je fais, tente de réharmoniser, en fait, cette relation, de l'inverser quelque part, à partir, oui, de la question de la légitimité des premiers concernés. En disant, nous sommes les seuls à avoir vécu le parcours migratoire. Ça veut dire, nous sommes les seuls à avoir vécu la violence frontalière, nous sommes les seuls à avoir vécu la xénophobie d'État, nous sommes les seuls à avoir connu l'enfer des centres fermés, à avoir connu l'enfer de la traversée de la Méditerranée, etc. Tout un tas tous des aspects de leur carrière migratoire qui font que, effectivement, peut-être que dans le champ militant, savoir ce qu'on va faire des sans-papiers, il faut d'abord demander aux sans-papiers ce qu'ils veulent qu'on fasse d'eux. Et alors, dans ces batailles des grammaires et des cadrages, de savoir quel est le cadrage qui apparaît le plus légitime au regard de la personne qui réclame cette régularisation. D'accord ? Donc, c'est effectivement cet enjeu de légitimité sociopolitique et de primauté, quelque part, de l'importance des sans-papiers au sein de la mobilisation que ces acteurs tentent de faire valoir à travers le concept d'autonomie. Mais c'est intéressant de voir qu'il est à la fois une effectivité et à la fois un horizon idéal. Je dis effectivité parce qu'aujourd'hui, et notamment depuis l'UDEP, donc depuis 2004, les collectifs de sans-papiers qui se constituent ont une organisation qui est, par énormément d'aspects, tout à fait autonome. Ils font leurs propres réunions, généralement en réunions non mixtes. Donc les personnes avec papier n'ont pas forcément le droit de citer. Ils ont eux-mêmes agencé une série d'espaces pour pouvoir se réunir, se rencontrer. Maintenant même, ils parviennent à négocier ou demander des autorisations de manifestation avec la police. Ils ont leur propre cahier de revendications. Enfin, tout ça fonctionne depuis une autonomie organisationnelle et politique de ces collectifs-là. C'est à la fois un horizon parce que, comme je te le disais, cette relation et cette nécessité quelque part d'obtenir les ressources des soutiens, tord le cou empiriquement, si tu veux, à cette notion d'autonomie. À chaque fois, finalement, que vous allez chercher vers des soutiens de l'aide, en fait, vous trahissez cet idéal d'autonomie. Et on voit que dans la relation que nous, les sans-papiers avec leur autonomie, il y a cet enjeu de la légitimité. Donc, tu as raison de dire que dans la vision que j'en ai... Moi, j'ai analysé ça à partir d'un collectif particulier qui est celui de la coordination des sans-papiers. Donc, je voudrais préciser que cette lecture-là ne vaut que pour l'analyse que je fais de la coordination des sans-papiers. Et peut-être que d'autres collectifs ne seront pas d'accord avec cette lecture-là. Et j'accepte d'ailleurs de parler avec ces personnes-là parce que c'est un sujet quand même qui est intéressant, mais c'est un sujet qui continue d'alimenter et d'animer la lutte sociale. Et donc, il faut continuer à travailler cette notion d'autonomie. Que l'on soit sans papier ou que l'on soit soutien d'ailleurs. Mais donc, moi, ce qui m'a toujours fasciné, par exemple, c'est que cette autonomie était dirigée vers les acteurs qui sont potentiellement le plus proches des collectifs de sans-papiers sur la scène politique, à savoir leur soutien. On aurait pu... autonomie, ça peut être autonomie vis-à-vis du capitalisme, autonomie vis-à-vis de l'État. Hein. On ne réclame pas de papier, on revendique de rester sans papier. Enfin, on aurait pu imaginer que cette autonomie s'applique à d'autres types d'acteurs ou à d'autres types d'agencements que celle des soutiens. Donc, pour moi, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que même dans les collectifs les plus fervents, cet enjeu de l'autonomie, et je l'ai étudié à partir de la coordination, cette autonomie n'est jamais pensée comme autarcique. Ce n'est jamais une autonomie de rejet, c'est toujours une autonomie d'articulation. Et ça, c'est quand même une belle claque dans la figure pour nous, soutiens, blancs, belges, qui n'avons jamais vécu ces trucs-là, mais que nous sommes toujours portés solidaires de ces luttes-là, de dire, on est dans un éclaircissement des relations que nous avons, des relations d'alliance que nous avons avec nos camarades sans papier, mais on n'est pas dans un discours de rejet. On est dans un discours qui veut remettre, passez-moi l'expression, l'église au milieu du village, qui veut jouer carte sur table et qui veut donner de l'importance à la légitimité de ceux qui vivent vraiment la situation. D'accord ? À partir de cette lecture-là, on peut en faire une relation très apaisée, en fait, la relation d'autonomie. Dès lors que si on s'entend sur le fait que les acteurs les plus légitimes de ce mouvement-là sont les premiers impactés par la politique migratoire et par la politique de régularisation, si un jour elle arrive, on peut donner crédit à ces acteurs-là pour donner à minima le tempo de la mobilisation. Quel type de répertoire d'action ? Quand est-ce qu'on se mobilise? Avec qui? Qu'est-ce qu'on dit? Qui parle aux médias? Qui apparaît? Qui est rendu visible? Qui est-ce qu'on tente, pas de mettre de côté, mais de laisser en second plan, d'accord? Et donc tout ça sont des enjeux plus
qui touche aussi à l'éthique militante. Quelle place est-ce que, en tant que militant avec papier, quelle place je prends, quelle place est-ce que j'accepte que l'on me donne dans le mouvement, et à quel moment, en fait, je ne débarque pas avec mes gros sabots, par exemple, et imposer mon propre cadrage, qui va parfois à rebours, comme je le disais, du cadrage des premiers impactés. Donc on pourrait dire, tu vois, en synthétisant, que l'espace du mouvement social en faveur du droit des sans-papiers, il bascule en permanence entre complémentarité entre ces deux types d'acteurs et conflit, et que le point nodal de ce rapport complémentarité-conflit, c'est la question de l'autonomie. Et la manière dont elle est perçue ou appréhendée par les différents acteurs.